Ils l'ont qualifié de « gamin qui joue aux soldats ». À seulement 35 ans, le capitaine Ibrahim Traoré s'est présenté au sommet centrafricain de Libreville, pour être aussitôt méprisé par le président vieillissant du Cameroun, qui le considérait comme un populiste téméraire, inapte à diriger. L'Afrique n'a pas besoin d'émotion, elle a besoin d'expérience, lança Biya avec mépris, suggérant des poursuites judiciaires contre les réformes monétaires du Burkina Faso. Mais ce que Biya n'avait pas vu venir, c'est ceci. Traoré avait déjà signé un accord trilatéral sur la nouvelle monnaie africaine, contournant entièrement le franc CFA. À cet instant, celui qu'on appelait le « gamin » devint un symbole de l'autonomie africaine et les vieux dirigeants commencèrent à trembler. Si vous croyez en l'émergence d'une Afrique nouvelle, une Afrique fière, debout, qui défend sa dignité et écrit son propre avenir, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous partageons des histoires puissantes sur des dirigeants courageux, comme Ibrahim Traoré, qui défient les pronostics et inspirent tout un continent. Ne vous contentez pas d'observer l'histoire, devenez acteur du mouvement. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne, et partagez cette vidéo avec ceux qui croient, eux aussi, en l'unité africaine, en l'autonomie et en la naissance de la nouvelle monnaie africaine. Votre voix compte. Ensemble, nous la faisons résonner. Lorsqu'Ibrahim Traoré entra dans la salle du sommet à Libreville, sa jeunesse n'était pas seulement remarquée, elle était instrumentalisée. En tant que plus jeune dirigeant de la pièce, il fit face à un mur de scepticisme dissimulé sous des formules diplomatiques. Les murmures évoquaient un simple homme de paille temporaire, un capitaine rebelle arrivé au pouvoir par accident. Mais ce n'est qu'au moment où le président Paul Biya du Cameroun prit la parole que le mépris se fit public. Devant les caméras et les diplomates étrangers, Biya esquissa un sourire narquois et déclara « L'Afrique a besoin de mains expérimentées, pas de révolutionnaires impulsifs aux slogans creux. » La salle sombra dans un silence pesant. Aucun nom ne fut cité, mais chacun savait à qui s'adressait la remarque, Ibrahim Traoré. Plutôt que de réagir à la provocation, Traoré demeura silencieux, son regard fixe, son attitude sereine. Mais derrière ce calme apparent, quelque chose était déjà en marche. 2 jours avant le sommet, il avait finalisé un cadre économique avec les dirigeants du Mali et de la Guinée, un accord qui deviendrait le socle de la nouvelle monnaie africaine. L'initiative visait à éliminer progressivement la dépendance au franc CFA, vestige colonial qui hante encore les économies d'Afrique de l'Ouest. Cet accord ne portait pas uniquement sur la monnaie, c'était une déclaration de souveraineté, une rébellion portée par la finance. Traoré n'avait nul besoin de répondre à Biya par des discours. Il laissait le nouveau système parler à sa place. À la fin du sommet, la nouvelle de l'accord avait fuité. Les journalistes se précipitèrent pour confirmer l'information, et les titres de la presse internationale changèrent du jour au lendemain. Ce qui avait été qualifié d'inexpérience fut désormais décrit comme de l'audace visionnaire. Biya avait tenté de l'humilier, mais en agissant ainsi, il avait allumé l'étincelle d'un débat continental sur la dignité, l'indépendance et la naissance d'une ère africaine nouvelle. La réaction fut immédiate. Quelques heures après le sommet, des commentateurs pro-français et des analystes à travers l'Afrique francophone et l'Europe envahirent les plateaux télévisés pour accuser Ibrahim Traoré d'irresponsabilité économique. Une émission politique basée à Paris le qualifia de populiste dangereux jouant avec la subsistance de millions de personnes. En coulisses, des responsables français prirent discrètement contact avec leurs alliés de la CEDEAO, suggérant que les actions de Traoré étaient déstabilisatrices et pourraient justifier des sanctions collectives. À huis clos, l'administration de Paul Biya fit circuler une note juridique affirmant que l'initiative « Nouvelle monnaie africaine » violait les accords monétaires régionaux et pourrait entraîner des sanctions en vertu des traités existants. Certains murmuraient même qu'il fallait traduire le Burkina Faso devant la Cour de justice de la CEDEAO. Mais Traoré ne s'y a pas. Au lieu de reculer, il redoubla d'audace. Son équipe publia un livre blanc économique de 12 pages intitulé « Monnaie et courage, le chemin vers l'autonomie africaine ». Dans un langage simple mais percutant, le document détaillait comment la dépendance au franc CFA avait coûté des milliards en fuite de capitaux aux pays d'Afrique de l'Ouest et bloqué leur capacité à définir une politique monétaire indépendante.
Le rapport exposait une transition vers une monnaie adossée à l'or et indexée sur les ressources naturelles, une monnaie créée par des Africains, pour les Africains, qui permettrait non seulement de restaurer la dignité fiscale, mais aussi de redonner du pouvoir aux générations futures. Ce qui stupéfia le plus les observateurs, ce ne fut pas seulement la clarté du plan, mais la rapidité avec laquelle il avait été mis en place. Traoré n'avait pas agi seul. Ses conseillers économiques avaient secrètement rencontré leurs homologues du Mali et de la Guinée pendant des mois. Ils avaient étudié les modèles de Singapour à Kigali, tout en consultant discrètement des économistes du Sud global partageant les mêmes idéaux. Ce que les détracteurs qualifiaient d'impulsif était, en réalité, un acte de libération mûrement réfléchi et stratégiquement préparé. Dans ses discours publics après le sommet, Traoré refusa d'évoquer directement les insultes de Biya. Il ne parla que d'unité africaine, avertissant « Ceux qui se moquent de l'avenir sont souvent ceux qui en ont le plus peur ». Pendant ce temps, un phénomène inattendu prenait forme sur tout le continent. Les réseaux sociaux s'enflammèrent avec des vidéos d'étudiants universitaires à Dakar, Bamako et même à Douala, au cœur du Cameroun de Biya, scandant des slogans tels que « Abat le CFA » et « Le pouvoir au peuple africain ». Des fresques représentant Traoré tenant une pièce d'or apparurent dans des quartiers autrefois considérés comme bastions des élites pro-françaises. La jeunesse ne se contentait pas d'admirer Traoré, elle se reconnaissait en lui. Pas à cause de son grade ni de son titre, mais à cause de son refus catégorique de plier les chines. Pendant des décennies, l'unité africaine était restée un rêve enseveli sous la bureaucratie et la pression étrangère. Mais par un seul geste audacieux, ouvrir une nouvelle voie monétaire et souveraine, Ibrahim Traoré avait entrouvert la porte d'un autre avenir. Un avenir non dicté depuis Paris ou Washington, mais né du sol, de la sueur et de l'esprit de l'Afrique elle-même. Et cela, plus que n'importe quel discours, terrifiait l'ancien ordre. Lorsque les institutions financières internationales eurent vent de l'initiative Nouvelle Monnaie Africaine, le scepticisme se transforma en résistance coordonnée. Des responsables du FMI et de la Banque mondiale publièrent des déclarations soigneusement formulées mettant en garde contre des risques de fragmentation financière et une instabilité régionale. Dans des câbles diplomatiques confidentiels, des ambassadeurs occidentaux qualifièrent Ibrahim Traoré de perturbateur incontrôlable, un homme dont l'audace devenait une menace pour les systèmes en place. Dans les réunions d'ambassade, le message était clair. Le Burkina Faso devait revenir au statu quo monétaire ou faire face à l'isolement. Certains laissèrent même entendre que les aides au développement pourraient être suspendues si Traoré persistait dans sa voie. Ce n'était pas de la simple critique, c'était de l'intimidation économique déguisée en conseil. Mais Traoré n'était plus seul. La pression censée l'isoler avait, au contraire, commencé à éveiller une conscience plus vaste. Sa posture résonnait bien au-delà du Burkina Faso. En quelques semaines, des mouvements de jeunesse virent le jour au Niger, au Togo et même au Cameroun. Ironiquement, dans le fief même de Paul Biya. Ces groupes ne faisaient pas que manifester. Ils organisaient des forums, des ateliers, des conférences populaires et imprimaient des brochures pour éduquer les citoyens sur les origines coloniales du franc CFA. Ce qui avait commencé comme une politique nationale portée par Traoré était en train de devenir une revendication continentale pour l'autonomie africaine. Face à cette marée montante, l'administration de Biya tenta de reprendre le contrôle. Les médias d'État camerounais diffusèrent des documentaires décrivant Traoré comme une marionnette aux mains de puissances étrangères, suggérant même qu'il serait influencé par la Russie ou la Chine. Mais cette tentative échoua. La jeunesse camerounaise tourna la propagande en dérision, partageant des vidéos comparatives. D'un côté, Traoré en treillis militaire visitant des villages reculés. De l'autre, Biya, invisible, reclus derrière les murs dorés du palais. Une vidéo virale portait cette légende. L'un dirige depuis le terrain, l'autre depuis un trône doré. La contradiction devint insoutenable. Alors que certains dirigeants africains choisissaient le silence ou l'alignement avec les pressions extérieures, Traoré choisissait la confrontation, non par les armes, mais par les données, les modèles économiques et la vérité historique. Il se présenta devant un forum d'affaires panafricain et déclara « Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des colonies.
Nous sommes des nations. Et notre monnaie doit refléter notre liberté. Les applaudissements furent tonitruants. Ce n'étaient pas seulement ces mots, c'était la conviction, la clarté et le courage que peu avaient osé afficher à un tel niveau. À mesure que le mouvement gagnait en ampleur, de plus en plus d'économistes, d'artistes, d'étudiants et même de chefs religieux commencèrent à soutenir publiquement la cause. Des églises organisèrent des prières pour le réveil africain, et des musiciens sortirent des morceaux inspirés par les discours de Traoré. Un changement s'opérait. Non seulement monétaire, mais surtout mental. Pendant des décennies, l'Afrique avait attendu quelqu'un qui défierait le système, non par la violence, mais par une vision. Et durant toute cette tempête, Traoré ne fléchit jamais. Chaque menace, chaque insulte, chaque tentative de pression juridique ne faisait que renforcer son propos. Le véritable pouvoir ne se soumet pas à la peur. Il construit, il instruit, il rassemble, et surtout, il libère. Dans les semaines suivant la tempête diplomatique, un communiqué confidentiel de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, accusa Ibrahim Traoré de violer les normes monétaires régionales. Le document, dont on disait qu'il avait été rédigé sous forte influence camerounaise et de conseillers financiers français, laissait entendre d'éventuelles conséquences juridiques pour atteinte à la cohésion financière régionale. Bien que le langage fût feutré, la menace était claire, revenir dans le rang. Ou faire face à l'isolement, aux sanctions, voire pire. Des analystes avertirent que l'audace du Burkina Faso risquait de déclencher un effet domino financier. L'implication sous-jacente était que l'expérience de Traoré était imprudente, non autorisée et hors de contrôle. Mais un rebondissement inattendu survint. Au lieu de reculer, Traoré invita la presse internationale à Ouagadougou. Debout sous un soleil de plomb, entouré non pas de gardes du corps mais de paysans, d'artisans et d'étudiants, il dévoila le programme pilote de la nouvelle monnaie africaine. Ce n'était plus de la théorie, c'était concret. Soutenu par des garanties sur les ressources naturelles et géré via une transparence blockchain, la phase pilote fut lancée dans 4 provinces, permettant aux citoyens de commercer, d'épargner et d'investir sans toucher au franc CFA. Traoré ne se contenta pas de rejeter les accusations, il renversa leur fondement même. Ils disent que je transgresse les règles, déclara-t-il aux journalistes. Mais je demande, de quelles règles parle-t-on, et au service de qui sont-elles? La réponse fut sismique. Les observateurs internationaux s'attendaient à voir surgir le chaos, l'inflation ou des manifestations. Mais ce qu'ils constatèrent à la place, ce furent des marchés qui s'adaptaient, des applications mobiles qui se répandaient et des banques locales qui s'associèrent à l'État pour organiser des sessions de formation au nouveau système. La monnaie ne se contentait pas de fonctionner, elle prospérait. Des vidéos de femmes âgées achetant des biens avec des jetons numériques appelés « Soleil » devinrent virales. Des enfants rédigèrent des dissertations scolaires intitulées « Notre monnaie, notre avenir ». À travers toute l'Afrique, des dirigeants autrefois distants commencèrent à demander des briefings à huis clos avec l'équipe de Traoré. Même au sein du Cameroun, le gouvernement de Biya montra des signes de fissure. Une note interne divulguée révéla que plusieurs maires camerounais s'étaient renseignés sur la possibilité de tester le système dans leur commune. Pour la première fois, Biya ne faisait pas seulement face à des critiques, mais à de la dissidence interne. La jeunesse, autrefois silencieuse, défiait désormais ouvertement l'ancien régime. Ce qui avait été perçu comme une rébellion devenait un modèle de référence. Ce qui avait commencé comme un pari politique s'était transformé en succès technique et en éveil moral. Le génie de Traoré ne résidait pas uniquement dans son courage, mais dans sa préparation. Il n'avait pas lancé la nouvelle monnaie africaine pour faire un coup d'éclat, il l'avait lancée pour construire un avenir. La transparence, la traçabilité et l'adossement aux ressources naturelles du programme neutralisaient les critiques traditionnelles qui pesaient sur les initiatives portées par l'Afrique. Elle était panafricaine, non seulement par son nom, mais aussi dans sa structure. La propriété locale, la coopération régionale et l'intérêt collectif étaient intégrés à chaque ligne de code et de politique publique. En transformant une menace juridique en solution concrète, Ibrahim Traoré montra que l'autonomie africaine n'est pas un simple slogan, c'est une stratégie. Et plus important encore, elle fonctionne.
Lors d'un panel de haut niveau organisé à Abidjan, un économiste ivoirien de renom mit publiquement en question la légitimité de l'initiative de la nouvelle monnaie africaine portée par Ibrahim Traoré. Avec un ton empreint de supériorité académique, il déclara « La souveraineté monétaire est un luxe réservé aux nations stables, pas un fantasme que devraient poursuivre des gouvernements de transition. » Le commentaire fut accueilli par des rires polis de l'auditoire, composé de responsables ouest-africains et de diplomates. Bien que l'économiste n'ait jamais cité Traoré par son nom, l'allusion était évidente, tout comme le ton, condescendant, paternaliste, empruntant le vieux langage de la dépendance. L'idée sous-jacente était que le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, allait trop loin, qu'il rêvait trop grand, trop tôt. Le discours fit les gros titres dans les médias francophones, certains présentateurs y voyant un rappel salutaire à l'attention des jeunes révolutionnaires. Mais tandis que les critiques célébraient ce qu'ils croyaient être une leçon cinglante, Traoré, lui, resta impassible. Dans une allocution nationale le lendemain, il ne répondit pas par des discours. Il annonça, avec calme, le rapport de performance du premier trimestre du projet pilote de la nouvelle monnaie africaine. Les chiffres dépassaient toutes les prévisions, même parmi ses partisans. Le volume des transactions avait dépassé de 70% les estimations initiales. La participation atteignait plus de 600 000 utilisateurs répartis sur 6 provinces. Les petites entreprises déclaraient une hausse de la confiance et une meilleure circulation monétaire. Et peut-être plus important encore, des coopératives rurales utilisaient le système pour échanger des produits locaux, sans passer par les institutions financières appuyées par l'étranger. Les données firent taire de nombreux sceptiques. Mais Traoré ne s'arrêta pas là. Il invita journalistes et observateurs économiques à visiter les zones locales où la nouvelle monnaie avait pris racine. Là, ils rencontrèrent des femmes qui n'avaient plus besoin de se rendre en ville pour échanger des CFA contre des produits de première nécessité. Ils virent des agriculteurs mutualiser leurs ressources via des transferts mobiles dans leur langue maternelle. Ils interviewèrent des anciens qui décrivaient le nouveau système comme « la première fois que l'argent semblait réellement nous appartenir ». Il ne s'agissait pas de simples anecdotes inspirantes, c'étaient des révolutions structurelles, naissantes depuis la base. Ce qui avait commencé comme une position théorique audacieuse devenait désormais une alternative fonctionnelle. Pendant ce temps, dans les cercles académiques, un changement inattendu s'amorçait. Un groupe d'économistes africains, jusque-là réticents à s'engager sur l'approche de Traoré, publia une lettre ouverte intitulée « Repenser l'avenir monétaire africain ». Ils y reconnaissaient que, bien que le système de la nouvelle monnaie africaine soit peu conventionnel, il forçait l'émergence de débats longtemps évités. Nous devons reconnaître que les monnaies extérieures sont devenues des instruments de contrôle, non de coopération, affirmait la lettre. En quelques semaines, des conférences furent organisées, des webinaires lancés et des programmes universitaires adaptés pour inclure le modèle de la nouvelle monnaie africaine comme étude de cas. En dehors du continent, les réactions furent mitigées. Tandis que certaines institutions européennes redoublaient de critiques, d'autres, notamment en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, prirent note. Des délégations du Brésil et d'Indonésie demandèrent des échanges techniques avec l'équipe financière de Traoré. Un collectif fintech sud-africain proposa même un partenariat pour développer l'infrastructure numérique. Pour la première fois dans l'histoire moderne, l'innovation monétaire africaine n'était plus seulement observée à travers le prisme occidental. Elle était suivie, adaptée et admirée. Paul Biya, observant ces évolutions, se retrouva de plus en plus isolé. Ses remarques passées ridiculisant l'âge et l'ambition de Traoré semblaient désormais bien courtes de vue. La jeunesse camerounaise commença à établir des comparaisons qui faisaient mal. Là où Biya offrait des avertissements, Traoré proposait des plans. Là où Biya consolidait l'ancien ordre, Traoré en construisait un nouveau. Et là où Biya gouvernait depuis la distance, Traoré gouvernait par la présence, apparaissant sur les marchés, dans les écoles et les usines, écoutant autant qu'il dirigeait. La pression sur l'administration Biya monta en flèche. Des manifestations de jeunes à Douala affichaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Le Burkina avance, le Cameroun dort ».
Des groupes de la société civile organisèrent des forums sur la liberté monétaire en s'inspirant du modèle de Traoré. L'ironie était flagrante, plus l'establishment tentait de le discréditer, plus il gagnait en légitimité. Traoré ne représentait pas simplement un défi politique, il incarnait une rupture générationnelle avec la peur. Au milieu du vacarme international et des tensions régionales, Ibrahim Traoré restait ancré dans le réel. Il visitait des villages reculés. Elle organisait des assemblées locales où il répondait aux questions des anciens sceptiques comme des jeunes militants. Il publiait des budgets ouverts, encourageait les audits citoyens et invitait même les leaders de l'opposition à proposer des améliorations au nouveau système. Sa gouvernance n'était pas théâtrale, elle était participative. La nouvelle monnaie africaine n'était pas simplement un outil, c'était une philosophie d'autodétermination, inscrite dans chaque décision. Traoré comprenait aussi que le succès à long terme nécessitait bien plus qu'une monnaie. Il exigeait une culture de l'appropriation. Il lança des campagnes d'éducation financière dans les langues locales, mit en place des programmes de mentorat pour les jeunes en développement économique et fit appel aux artistes et musiciens pour porter la vision. Des fresques représentant des lions tenant des pièces dans leur gueule apparurent dans plusieurs villes, avec un message fort, notre richesse, notre voix. Des chansons furent composées pour célébrer cette nouvelle ère, mêlant instruments traditionnels et rythmes futuristes incarnant l'esprit même de l'unité africaine à travers le son. Ce qui avait commencé par une insulte personnelle devint un mouvement à l'échelle du continent. Une remarque destinée à humilier Traoré avait au contraire éveillé toute une génération. En transformant le doute en démonstration, la moquerie en mouvement, il prouva que le leadership ne se définit ni par l'âge, ni par les origines, ni par l'approbation extérieure, mais par le courage, la conviction et le lien profond avec son peuple. Ibrahim Traoré n'avait pas seulement introduit une nouvelle monnaie, il avait ravivé la foi qu'une Afrique debout pouvait parler et agir selon ses propres termes, la foi que la dignité pouvait s'imprimer, non seulement sur les drapeaux, mais aussi sur les billets et à travers les réseaux, la foi que la souveraineté ne se donne pas, elle se construit. Et ce faisant, il offrit au continent bien plus qu'un système monétaire. Il lui offrit un miroir dans lequel l'Afrique pouvait enfin se voir, non pas telle qu'on lui avait dit d'être, mais telle qu'elle est réellement, riche, résiliente et prête à s'élever. L'histoire de la confrontation d'Ibrahim Traoré avec le doute, l'humiliation et la résistance systémique dépasse le cadre du drame politique. C'est une leçon magistrale de leadership, de résilience et de reconquête de la dignité. En son cœur, elle nous enseigne que la véritable force commence souvent dans le silence. Lorsque Traoré fut moqué pour sa jeunesse et son ambition, il ne répondit pas par la colère. Il écouta, il observa, puis il répondit, non par des mots, mais par l'action. Cette retenue, cette capacité à laisser le travail parler plus fort que la blessure, révèle une vérité intemporelle. Le leadership ne consiste pas à réagir, mais à diriger. L'une des leçons les plus profondes réside dans la manière dont Traoré affronta l'incompréhension et la condescendance. Dès le départ, on le percevait à travers un prisme déformé. Un jeune soldat élevé par hasard, un populiste jouant au technocrate, un rebelle sans stratégie. Ces présomptions reflètent une erreur classique dans la perception globale. Associer l'âge à la sagesse et la conformité à la compétence. Mais Traoré brisa cette illusion. Il démontra que la clarté de la vision, lorsqu'elle s'allie au courage moral, peut éclipser des décennies d'expérience stagnantes. Il montra que la légitimité d'un dirigeant ne se transmet pas des vieilles institutions. Elle se gagne dans les tranchées de l'innovation et du sacrifice. Une autre leçon puissante est gravée dans la création et la mise en œuvre de l'initiative Nouvelle Monnaie Africaine. Traoré savait que la liberté économique constitue le socle de l'indépendance politique. Trop longtemps, les nations africaines avaient entendu que leur survie dépendait du maintien de systèmes conçus par et pour des puissances extérieures. Le franc CFA n'était pas seulement une monnaie, c'était une laisse. En le remettant en question, Traoré ne proposait pas seulement un nouveau modèle financier, il affrontait des siècles de colonisation économique. Son succès nous rappelle que les systèmes peuvent être réimaginés,
et que même les structures les plus enracinées peuvent s'effondrer face à une conviction portée par la compétence. La réaction du public face aux actions de Traoré offre un aperçu profond de la psychologie de l'émancipation. Dès que la nouvelle monnaie africaine a commencé à circuler, les gens ne se sont pas contentés de l'utiliser, ils y ont cru. Ils l'ont perçu comme un symbole d'espoir, d'appropriation, de possibilité. Cette transformation souligne l'importance de la libération psychologique. Avant que les institutions puissent changer, il faut d'abord que les peuples soient convaincus que le changement est possible. Traoré n'a pas seulement créé une alternative financière, il a libéré une conscience. Il a rappelé aux Africains qui ne sont pas condamnés à la dépendance, qu'ils sont capables de bâtir des systèmes ancrés dans leurs propres valeurs, ressources et besoins.